La première fois que j'ai été exposé à Picsou, je pense que ça devait être avec le film La bande à Picsou, le trésor de la lampe perdue. C'était une VHS qui était chez mes grands-parents et je la regardais pratiquement à chaque fois que j'y allais. Je n'ai jamais regardé la série animée parce qu'elle ne passait pas sur les chaînes qu'on avait à la maison et puis que de toute façon, j'avais pas le droit de regarder la télé trop longtemps. Sinon, Picsou, c'était évidemment des allées et venues dans le journal de Mickey et Mickey Parade. Et donc je l'ai suivi de loin jusqu'à mes 10-11 ans, je dirais. Jusqu'à cette hors-série de Picsou Magazine qui abritait la série de Don Rosa, La jeunesse de Picsou. Avant de retracer cette histoire, je pense qu'il est de bon ton de décrire brièvement l'idée qu'on peut facilement se faire de Picsou. Déjà, c'est un canard, le canard le plus riche de Canardville même, Donaldville pour les vrais, qui est l'oncle de l'autre canard susnommé et le grand-oncle de Riri, Fifi et Loulou. Il est vieux et écossais, sûrement pour justifier son côté pingre et bougon. Il se caractérise aussi évidemment par un appât du gain assez prononcé, ce qui l'amène à participer à de nombreuses aventures. Il s'appelle Scrooge McDuck en version originale, nom inspiré par Ebenezer Scrooge du conte de Noël, qui sera réadapté par les studios Disney par la suite. En partant de ce personnage somme toute assez caricatural, et en se basant sur des écrits de Karl Barks, le créateur de Picsou, Don Rosa entreprend entre 1990 et 1993 de raconter les origines de Picsou. Et vous allez voir que contrairement à certaines idées reçues, ce n'est pas une BD uniquement pour les enfants. Elle est même plutôt sombre. Tout commence en Écosse en 1877, alors que Balthazar MacPicsou n'a que 10 ans. Il est accompagné de son père qui, sur le terrain du château de sa famille, lui explique le passé prestigieux de sa lignée. Malheureusement, un ancêtre un peu pingre a trop bien caché leur fortune, ce qui laisse sa descendance dans la pauvreté. Chassés de leur terrain par une famille rivale jouant sur la peur écossaise du chien géant de Baskerville, la famille MacPicsou a perdu de sa superbe et essaye désespérément de joindre les deux bouts. Pour essayer d'amener plus d'argent dans la famille et rendre à son clan sa dignité d'antan, Balthazar finit par cirer des chaussures. On peut déjà voir que c'est pas super joyeux et qu'en 3 pages, Don Rosa a déjà réussi à légitimer la fortune de Picsou. Son premier client, qui lui a été envoyé par son père, le paye avec une pièce américaine, qui n'a donc aucune valeur en Écosse. Désireux de ne plus se faire arnaquer, Balthazar garde ce sou, son sou fétiche, qui lui rappellera constamment que des gens essaieront toujours de profiter de lui, et que la fortune se trouve sûrement en Amérique, le pays des opportunités. Il économise pendant 3 ans en cirant des chaussures, en vendant du bois et de la tourbe pour le chauffage, puis part pour les États-Unis, en promettant à son père de revenir riche. Mais vous verrez qu'on n'a pas affaire à une simple success story. Il continue sa route en travaillant sur le bateau de son oncle, au Mississippi, où il sera confronté pour la première fois au rapetou. Il traverse ensuite le Grand Ouest en bottant le cul de Jesse James, croise la route de celui qui deviendra un de ses grands amis, Theodore Roosevelt, et frôle une première fois la richesse avant de devoir revendre sa mine afin de sauver sa famille d'une situation précaire imminente. En entendant que de l'or a été trouvé dans le Transvaal, en Afrique, Picsou s'y rend et croise la route de Gripsou, qui une fois la nuit tombée, et sa confiance gagnée, lui vole tout, jusqu'à son feu de camp. Jusque-là, inconscient que quelqu'un puisse adopter un comportement aussi méchant, Picsou rentre pour la première fois dans une colère noire et retourne en ville à Don-Lyon pour lui faire regretter sa conduite. Après cet événement, Picsou sera constamment plein de méfiance envers les nouvelles personnes qu'il rencontre. Incapable de trouver un filon correct, Picsou reprend la route pour finalement, après une escapade en Australie, un joli petit crochet quand même, arriver au Klondike, le dernier endroit où un travailleur acharné peut trouver la richesse. Il y croise Wyatt Earp, visiblement pas au courant de qui est ce canard plein de swag, puis se retrouve obligé, suite à une rixe dans un bar, lui ayant coûté toutes ses économies, d'emprunter à un créancier, Soapy Slick, afin d'acheter du matériel de prospection. Détestant la population de la région, qu'il juge trop décadente, Picsou trouve un terrain vierge protégé par les restes d'un mammouth pour y installer son campement et trouver la richesse. En retournant payer Soapy, il fait la rencontre de Goldie O'Gilt, mais on y reviendra plus tard. Tiraillé entre son plaisir de la vie au grand air et sa volonté de richesse, Picsou finit par accélérer la cadence et trouve de plus en plus d'or. De retour en ville, et se faisant huer par tous les habitants jaloux, il se fait assommer puis enchaîner par Soapy. Après que les hommes de main du cochon l'aient humilié, et que ce dernier prenne possession de son titre de propriété, Balthazar est obligé de l'écouter lire les lettres que lui a envoyées sa famille et qu'il n'avait pas encore ouvertes. Faute de temps ou de peur d'apprendre une mauvaise nouvelle, on n'en sait pas vraiment plus. Soapy expose donc les problèmes d'argent de sa famille et le mauvais état de santé de sa mère à tous ses sous-fifres. Balthazar tient tant bien que mal, jusqu'à ce qu'il apprenne de la bouche de son pire ennemi que sa mère est morte. Plein de rage, il détruit le bateau casino de Soapy et le livre aux autorités, pour ensuite immédiatement retourner au charbon pour finalement trouver une énorme pépite qui fera de lui un homme riche. Ce qu'il y a d'assez fou dans ce chapitre, c'est déjà le ton franchement trash,
La mort de sa mère est annoncée de manière assez choquante, mine de rien, mais surtout l'association qui est faite entre le gain de richesse d'une part et la perte d'un proche d'autre part. C'est génial de voir à quel point tous les traits de caractère du personnage sont justifiés. Son goût pour l'aventure, sa facilité à entrer dans une colère noire, son manque de confiance en autrui, son côté méritocrate assez prononcé, mais aussi sa propension au sacrifice. Plus tard, il sacrifiera une potentielle histoire d'amour avec Goldie, sans trop qu'on nous donne de raison. Mais on peut déduire que ça vient d'une peur de la souffrance, que ce soit celle qu'il subirait, ou celle qu'il pourrait lui faire subir. Il sacrifiera aussi ce qu'il lui reste de famille en les reniant après la mort de leur père, trop occupé à célébrer son nouveau rang d'homme le plus riche du monde. Il a donc tenu sa promesse, qui avait viré à l'obsession, au point de perdre de vue ses valeurs familiales. Et comme Don Rosa le dit si bien, il n'a jamais été aussi pauvre. Toutefois, quelques années plus tard, plein de regrets, il contacte Donald et ses neveux Riri, Fifi et Loulou, et renoue avec sa famille en mettant sa fierté de côté. Et ils vivront plein d'aventures palpitantes. Donc vraiment, je vous recommande cette saga qui moi m'a fait voir d'un autre œil un personnage qui est maintenant un de mes personnages préférés, tous médias confondus. Parce que mine de rien, réussir à humaniser des valeurs aussi crapuleuses que celles de Picsou, c'était pas gagné. Surtout qu'il agit parfois comme un bel enfoiré. Il ira quand même jusqu'à brûler un village devant les yeux de ses sœurs parce que le chef lui a manqué de respect. Ça va très loin et c'est très violent dans les idées véhiculées. Et j'ai rarement vu un personnage de BD, et encore moins de BD présumé pour enfants, aussi torturé et aussi profond. Au final, on peut pratiquement considérer cette saga comme le There Will Be Blood de la BD pour enfants, tellement l'histoire globale est dramatique. Et ça, on le doit aussi à une documentation assez folle. Don Rosa intègre Balthazar merveilleusement bien dans tout ce contenu historique. C'est une espèce de Forrest Gumpisation du personnage en gros. C'est super jouissif de le voir influencer des personnages aussi importants de cette partie de l'histoire des États-Unis. Enfin bref, lisez tout ça, il y a plein de degrés de lecture, en plus c'est vraiment superbe, il y a toujours 5 trucs qui se passent en même temps dans chaque case, vous le regretterez vraiment pas. Par contre, je pensais que ça s'arrêtait là, mais non. En faisant mes recherches, je suis tombé sur un tome que j'avais jamais lu. Je comprends pas trop comment j'ai pu passer à côté en le disant d'ailleurs. Dans ce chapitre, Picsou retourne au château familial avec Riri, Fifi et Loulou, et on apprend que depuis des années, Balthazar se torture en se demandant si ses parents ne lui en voulaient pas, s'ils approuvaient sa quête de richesse et s'ils comprenaient sa soif d'aventure, alors que sa sœur, gardant le château, ne lui a toujours pas pardonné sa conduite. Venu chercher le trésor du domaine, Picsou apprend de cette dernière que son père ne voulait pas qu'il sache pour le trésor. Après avoir botté le cul d'un barbu qui voulait le trésor, et l'avoir finalement trouvé, il découvre une lettre de son père expliquant qu'il voulait seulement qu'il le trouve par lui-même, car il savait à quel point Balthazar aime les aventures et qu'il était sûr que son fils finirait par le trouver. Mais aussi et surtout, que son père et sa mère étaient on ne peut plus fiers de lui. Et je vais pas vous mentir, lire ce dernier chapitre, ça m'a donné la même sensation que Picsou. C'était comme recevoir une lettre de la maison.